Je voudrais m'adresser aux personnes qui ont un projet à réaliser et ça coince, ça ne se met pas en route. Mais pourquoi est-ce que ça ne se met pas en route? Ou bien les personnes qui ont déjà lancé leur projet et qui sont en train de devoir passer à un niveau supérieur et qui ne passent pas à ce niveau supérieur. Et toutes ces personnes-là sont les personnes avec lesquelles j'aime travailler et avec lesquelles je travaille depuis 32 ans maintenant. Parce que, et j'adore, parce que c'est ce que moi j'appelle les nœuds d'identité, les nœuds, et qui fait que on a tout, oui, objectivement, on a tout pour réussir, pour upgrader son projet, pour le lancer, et pourtant, on ne le fait pas. Et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle j'aime travailler avec ce public, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour démêler ces nœuds et pour que ça donne des résultats assez extraordinaires et que même ça fasse des miracles. Et donc moi je suis Brigitte André et ça fait 32 ans que j'ai créé ma société qui est toujours là aujourd'hui et dont l'objectif premier et la mission c'est effectivement d'aider les personnes à réaliser leur plein potentiel et à le matérialiser dans les différentes sphères de leur vie. Je peux vous dire qu'en 32 ans, eh bien on en voit des choses au niveau économique et au niveau personnel. Alors c'est vrai que cette société, je l'ai créée en 1988, alors que ma fille était, que j'allais donner naissance à ma première fille. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai déjà vu 4 crises, mais 4 crises assez canons. Quand j'ai créé en 1988, mais en 1990, c'était la crise du pétrole. Crise du Golfe, c'était une crise assez spectaculaire et donc les premières années, mais j'ai été déjà mouvementée, chahutée par cette crise. Deuxième crise, c'est la crise de l'euro 2000 et 2001, les attentats des tours jumelles qui ont quand même eu pas mal de répercussions au niveau du business. Troisième crise, c'est la crise de 2009, la crise des subprimes qui a été, oula, ça a été solide comme crise. Et là, aujourd'hui, la 4e crise. Alors, ça, ce sont les crises qui sont un peu extérieures à moi. Mais à l'intérieur de ça, je peux vous dire que des crises personnelles, j'en ai aussi vécu pas mal. Et je sais que les moments de crise sont certainement les plus beaux moments pour transformer et pour se transformer. C'est une occasion unique. Pour plein de raisons, parce que quelque part, on est dans une forme de lâcher-prise. Et alors, ce que j'aime bien aussi pour l'instant avec ces masques, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, en fait, on devient masqué, hein, on se balade avec un masque, mais finalement, les masques commencent à tomber. Oui, parce que derrière cette pression sociale, il y a le fait qu'on peut retrouver qui on est vraiment, le sens, la valeur et qui on est réellement. Et on peut commencer à le matérialiser. Alors, voilà pourquoi voilà, j'aime travailler ça. Et qui plus est, ça m'a permis aussi de mettre au point une stratégie qui est une stratégie qui s'appelle le trajet et qui amène les personnes de là où elles sont à là où elles veulent aller en ayant transformé ce qui est à transformer à l'intérieur et ce qui est à transformer à l'extérieur. Et aujourd'hui, cette théorie, ce trajet, ben, il a déjà été animé pour plus de 18 000 personnes. Alors quand je dis 18 000 personnes, c'est vraiment 18 000 personnes avec lesquelles j'ai eu un contact, pas 18 000 personnes à qui j'ai balancé des vidéos. Non, non, moi c'est pas mon truc de balancer des vidéos, mon truc c'est vraiment d'être avec vous dans la proximité pour vous aider à avancer par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, j'ai une certitude. Non, c'est même plus une croyance, c'est une certitude. Et ma certitude, c'est que nous avons tous en nous le potentiel nécessaire pour réaliser les projets que nous voulons réaliser. Alors moi, j'adore quand, la première fois que j'ai mis ça sur mon mur, je crois, il y a quelques mois, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ouais, enfin, ça c'est encore des mots, parce que si je me mets au-dessus d'un pont et que je veux voler, il y a beaucoup de chances que je vais tomber. » J'adore, merci. Parce que si vous voulez vous fixer un projet aussi dingue, ben, il faut apprendre à penser autrement. Alors, ce n'est pas réalisable si vous pensez avec la manière habituelle de penser un projet. Si vous voulez un truc dingue, pensez en dehors du box, out of the box. Et je vous dirais que il y a des gens qui ont voulu voler et c'est grâce à eux qu'on a les avions,
qu'on a le deltaplane, qu'on a d'autres choses qui nous permettent justement d'aller au-dessus des airs. Et alors j'ai une autre dame qui me disait « Ouais, mais moi si je veux être un lion demain, je ne peux pas être un lion. » Alors encore une fois, madame, j'adore cette remarque parce que quand on a des objectifs et des projets farfelus, eh bien, il faut penser autrement. Et je lui disais, ben écoutez, il y a une dame dont j'ai oublié le nom, mais qui a subi 132 opérations chirurgicales et qui aujourd'hui, effectivement, ressemble à un lion. Non, c'est plus exactement, c'est une panthère. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que, mais oui, tout est réalisable. Maintenant, si vous voulez un truc farfelu, il faut penser différemment. Et donc, si vous voulez un truc farfelu et que vous pensez de la même manière que celle qu'on vous a toujours enseignée, ben oui, effectivement, vous n'arriverez pas à votre objectif parce que vous allez être complètement limité. N'hésitez pas à me poser des questions, mais là, maintenant, je suis un petit peu partie, donc tout à l'heure, je ferai une question-réponse, ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, ce que je me rends compte dans cette crise, c'est que beaucoup de gens ont besoin d'une forme de sécurité dans leur rentrée financière, dans leur job, et en tout cas, oui, ce monde qui est insécurisant pour l'instant et vers lequel on ne sait pas où on va, eh bien oui, ce monde-là nous invite, nous, à nous demander, tiens, comment est-ce que je peux faire pour créer ma sécurité? C'est amusant parce qu'en 3 jours, j'ai eu 3 demandes sur LinkedIn de personnes qui me disaient « Bonjour Brigitte, j'espère que vous allez bien. Vous cherchez peut-être aujourd'hui un emploi durable. Et donc, j'ai ce qu'il faut. » Alors, c'est amusant parce que moi, j'ai un métier durable. Ça fait 32 ans que je l'ai créé. Ça fait 32 ans que j'évolue avec lui et qu'il évolue avec moi. Et je dis à ce monsieur, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, mais, en tout cas, j'ai répondu qu'à un seul, vous êtes bien gentil, mais j'ai un boulot durable, j'ai un boulot qui ressemble à qui je suis. Et il continue à grandir et je continue à grandir avec. Et le monsieur me dit, ah bon, mais comment vous avez fait? Alors je trouvais que c'était vraiment très chouette comme question. Et donc je me suis dit, mais oui, c'est vrai au fond, quels sont les ingrédients nécessaires pour qu'on puisse aujourd'hui créer un métier durable, pour qu'on puisse créer un métier dans lequel on va pouvoir s'épanouir à la hauteur de ce qu'on est en train de devenir. Et j'ai vu 2 choses là-dedans. J'ai vu, la notion de sens, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, mais c'est ce que j'entends tout le temps, je veux un métier avec du sens, je ne veux plus faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Donc ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Mais la deuxième chose, c'est d'avoir, alors là, je vais vraiment insister là-dessus parce que pour moi, c'est la clé. C'est d'avoir l'identité qui colle à votre projet. Alors bon, on va se mettre d'accord sur le mot identité. Parce que c'est vrai, quand on regarde l'étymologie, moi j'adore l'étymologie, ceux qui me suivent savent que dans toutes mes vidéos, je cherche l'étymologie des mots sur lesquels je vais mettre l'accent dans une conférence ou dans un séminaire. Alors, quand on va voir l'étymologie du mot identité, en fait, la première signification est apparue plus ou moins au XIVe siècle, et le mot identité, il disait les caractéristiques de choses qui sont complètement semblables. Voilà, donc ça c'était des choses qui se ressemblent complètement. C'était ça, être dans une identité. Avoir une identité c'était avoir des caractéristiques qui te permettent de savoir que tu as un objet exactement comme ça et que tu ressembles donc à un groupe d'objets. Au XVIIIe siècle, on a dit plus ou moins que c'était des caractéristiques qui étaient stables. Et au XIXe siècle, on a dit c'est ce qui fait qu'une personne est conforme à ce qu'elle dit être. Et c'est là que je veux vraiment mettre l'accent. L'identité, aujourd'hui, c'est la base de notre réussite. Alors, je vais vous donner des exemples là-dessus. Et quand je dis donc identité, je veux dire par là que c'est la manière dont nous nous percevons. D'accord? C'est vraiment le regard que j'ai de moi dans une situation bien précise. C'est ça mon identité. Et l'identité dont je parle, elle est à la fois intérieure et extérieure. C'est ce qui fait, pour revenir à la définition du 19e siècle, c'est ce qui fait qu'une personne est conforme à ce qu'elle dit être. Ça veut donc dire aussi que quelque part, il faut qu'un intérieur et un extérieur soient conformes.
qu'ils disent la même chose. Je vais vous dire un mot plus loin. J'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle d'abord à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, on va commencer par celle-là, c'est toujours plus agréable. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous avec des programmes intérieurs qui gèrent nos différentes sphères de vie. Des programmes intérieurs. Oui, on a un programme intérieur qui est réglé sur une certaine tension au niveau amoureux. On a un programme intérieur qui est réglé sur une certaine tension au niveau professionnel. On a un programme intérieur qui est réglé sur une certaine tension par rapport à notre sphère financière. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart du temps, nous sommes branchés sur des manières de concevoir nos sphères en termes de pénurie. Pas en termes d'abondance, en termes de pénurie, ça veut dire en termes de moins. Je vais vous donner des exemples après. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irrémédiable. C'est qu'en fait, ce sont vraiment ces programmes intérieurs, ils sont faciles à transformer. Il y a plusieurs étapes pour le faire, mais ils sont faciles à transformer. Mais la première chose, c'est d'en avoir conscience, évidemment. Alors, je ne vous laisserai pas tomber complètement, mais je vous proposerai quelque chose de chouette et de gratuit à la fin de mon live. Donc, si vous voulez avoir cette opportunité, eh bien, restez avec nous. Alors, comme donc je disais, peu de nos programmes intérieurs sont réglés sur l'attention, abondance, réussite. Non, on est plutôt réglé sur l'attention, pénurie, manque, on va manquer. Alors tout à l'heure, je vous disais, oui, ma société, elle a 32 ans. C'est vrai qu'elle a 32 ans et elle n'est pas cotée en bourse. Pas encore. Alors c'est ça qui est très intéressant. Pourquoi? Et c'est des entrepreneurs qui me l'ont fait remarquer à un certain moment, mais je trouve ça très très intéressant. Moi, mon programme intérieur professionnel, j'ai été éduquée par des gens qui étaient indépendants. Donc, donner mon préavis dans une des plus grosses banques du pays pour créer mon job, c'est un programme avec lequel je suis encore assez bien en adéquation. J'ai connu ça toute ma vie, des gens qui étaient indépendants, qui avaient leur job et qui fonçaient dans la vie par rapport à leur métier de cœur. De manière différente, mes deux parents étaient tous les deux médecins. Mon père généraliste, cardiologue et encore plein d'autres choses. Ma mère chirurgienne, gynécologue. Mais en fait, ils étaient aussi branchés sur des programmes différents. Mon père, il était branché sur un programme qui disait « Ce job, on peut le garder toute sa vie, à condition qu'on grandisse avec son job. » Il ne le disait pas, mais je le voyais bien. Il faisait des formations tout le temps. Il s'améliorait. Il cherchait des nouveaux matériaux. Il allait à des conférences. Il créait aussi des choses. C'est une des premières personnes qui, en 1980, a fait une des conférences extrêmement bien cotées sur le tatouage. Parce qu'effectivement, comme il était aussi médecin du travail, il avait beaucoup d'ouvriers qui venaient, qui étaient tatoués, et ça avait une signification pour eux. Et donc, il a fait une des premières conférences sur le tatouage qui n'a plus du tout la même signification aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que mon père, il était branché sur le secteur, ok, boulot égale évolution personnelle, et tu vas garder ce boulot toute ta vie et tu vas être heureux. Ma mère, elle était branchée sur un autre secteur qui était peut-être plus délicat, qui était le secteur qui est « ouais, tu vas pouvoir le garder toute ta vie, mais tu vas t'emmerder à la fin ». Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pour elle. Et donc là, c'était intéressant pour moi parce que moi, je pouvais intégrer un ou l'autre des programmes. Mais donc, le fait que j'ai créé en 1988 le job dans lequel je suis encore maintenant, que j'ai créé la société, répond aussi au fait que j'étais programmée pour ça. Que j'avais reçu les bons programmes. Et les bons programmes aussi, j'avais en tout cas eu le choix à certains moments, et j'avais choisi le programme qui m'intéressait quelque part, qui est, ouais, le job, tu vas pouvoir le créer, tu vas pouvoir évoluer, et tu vas prendre du plaisir jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est ce qui s'est passé pour mon père aussi. Par contre, je n'étais pas du tout branchée sur un programme intérieur financier
de réussite. J'avais vu mes parents qui avaient, mais de manière fulgurante, avaient très très bien gagné leur vie très vite. Ils étaient devenus vraiment très riches, même millionnaires. On avait des maisons un petit peu partout dans le monde. Par contre, le programme que j'ai reçu de leur part, le programme intérieur, c'était que l'argent c'est du bluff, c'est pas solide, c'est pas tangible. Ça sert à rien d'investir parce que de toute façon, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Ça ne sert à rien d'en gagner parce que de toute façon, il va filer et tu n'en auras jamais assez. Et donc, mon programme, il était extrêmement bien ficelé dans cette dynamique-là, je dirais. C'est-à-dire dans la dynamique du manque de la pénurie. Alors, c'est très intéressant parce que il y a des années où je gagnais mais extrêmement bien ma vie. Et j'ai calculé en fait que 6 années de suite, les années où je gagnais le mieux ma vie, 6 années de suite, et je vais vous expliquer pourquoi après, j'ai eu dans ma société une tuile financière de 30 à 40 000 euros pendant 6 années. Ça fait quand même un fameux pactole. Pourquoi? Ouais, et alors des trucs complètement aberrants. Une des tuiles, c'est que on a volé dans des conditions assez particulières et un peu dramatiques ma première voiture que j'achetais avec mon cœur. Je rêvais d'avoir une Mercedes full option et je ne l'ai pas gardée 6 mois. Hein. On l'a volée et je n'ai jamais pu être remboursée. Énorme. Une autre tuile, c'est que j'ai été dénoncée par mon beau-père, qui de toute façon, voilà, bref, aux impôts. Et les impôts sont venus mais éplucher, et même Lizzie est venue éplucher tous mes comptes sur 6 ans. Et donc j'ai eu un redressement, je crois, de 35 000 euros à l'époque, que je devais payer tout de suite. Et puis, j'ai eu un comptable même qui m'a complètement arnaqué, moi qui avais une comptabilité normalement qui coûtait 2005, 3 000 euros par an. Ben lui, il a réussi à me facturer 27 000 euros sur l'année. Et c'était impossible, j'ai mis des avocats, c'était impossible de le coincer. Et en plus, il était président de la chambre des comptables, donc c'était un petit peu difficile. Enfin, je ne vais pas vous énumérer les trucs, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrivait? Mais ça m'arrivait parce que j'étais réglée et branchée sur un programme financier intérieur créé sur la pénurie. La pénurie, ça peut être « tu n'auras jamais assez », ça peut être aussi « de toute façon, ce que tu auras, tu vas le perdre demain ». Ça peut être l'un ou l'autre. Et donc, comme par hasard, mon identité, et c'est bien de là que je reviens avec la notion d'identité, mon identité, c'était une identité qui était branchée sur la pénurie financière, mon plancher intérieur. Par contre, mon identité professionnelle, elle était branchée sur la réussite et l'abondance. Pour ça que j'ai un patrimoine au niveau professionnel, puisque j'ai écrit des livres, j'ai créé des méthodes, enfin tout ça est là, mais je ne l'ai jamais exprimé de manière, enfin jusqu'à maintenant, j'ai dû changer mon programme, je ne l'ai jamais exprimé de manière à ce que ce soit des investissements qui pouvaient être rentables. Alors, pourquoi? Eh bien parce que ce que je pense et dont je n'ai parfois pas conscience, puisque nos programmes intérieurs, au départ, ils sont complètement inconscients. On les apprend de manière subtile dans notre éducation, par les médias, mais aussi par des traumas que l'on a. Je vous expliquerai en fait les 2 types de programmes intérieurs qu'on peut avoir. Les 2 intensités de programme. Voilà, mes chats sont en train de se battre avec une mouche. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu perturbée là tout à coup. Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Donc, ce que j'ai dans ma tête comme programme, mon identité, la manière dont je conçois, moi, dans une sphère professionnelle, dans une sphère relationnelle, dans une sphère financière, tout ce bagage avec lequel j'arrive dans la vie, qui en réalité ne m'appartient pas, mais que j'ai pris, que j'ai hérité,
C'est un bagage qui va me faire raisonner d'une certaine manière. Quand je vous disais que quand j'avais trop d'argent, j'avais des tuiles, c'est parce que, quelque part, il y avait toujours quelqu'un pour me prendre cet argent. Parce que je raisonnais d'une certaine manière. Donc, mon identité, ce que je pense sur moi dans une sphère, me fait vibrer d'une certaine manière. La manière dont je vibre, ça va mettre en place les actions que je vais poser. Et les actions que je vais poser vont m'apporter des résultats qui sont d'une cohérence avec ce que j'ai comme programme intérieur. C'est fou parce que vraiment, quand on regarde le résultat, et c'est par là qu'il faut commencer d'ailleurs, quand on regarde le résultat et qu'on remonte un petit peu, on se dit « Ok, mais quel est mon programme intérieur ?» Parce que le résultat ne ment pas. Oui, vous pouvez vous dire que c'est la faute à pas de chance, que c'est la faute de la crise, que c'est la faute à ceci, que c'est la faute à cela. Comme moi, je vous dis, toutes les années où j'ai été boycottée sur des sommes financières quand même très importantes, mais mon programme intérieur, c'est celui-là qui est en train de gérer la manière dont je vais agir et je vais interagir dans la vie. Parce que je vais vibrer comme je pense, je vais agir en fonction de ma vibration, et je vais avoir le résultat. Par exemple, je travaillais avec une dame, justement en VIP. Elle travaillait avec moi dans le trajet VIP, donc, où on travaille à deux et pendant 6 mois de manière intensive. Et, salut Elisabeth. Et, première étape, je lui dis, tiens, comment, parce qu'elle se rendait compte qu'en fait, elle ne passait pas un step dans son job. Elle devait passer un step dans son job, mais elle ne le passait pas. Pourquoi? Alors, cette femme, ça faisait 25 ans qu'elle était dans le métier. C'était vraiment quelqu'un de waouh, de balèze, quoi. Et je lui demande de se décrire. Et donc de me dire qui je suis aujourd'hui au niveau professionnel. Et elle me répond quelque chose qui était basique. En fait, une débutante aurait dit la même chose. Je suis capable de gérer des groupes. Voilà, c'était sa définition. Alors qu'elle a 25 ans de bouteille. Et donc je lui dis, en fait, ce que tu me dis, c'est ce que tous les débutants vont dire. Oh, elle me dit, mon Dieu, mais quelle catastrophe! Mais oui, effectivement, c'est là qu'elle a pris conscience. Donc voilà la manière dont je me définis. Et elle était étonnée justement que les gens, quand ils voyaient son site, ils disaient que ça ne reflétait pas qui elle était vraiment et qu'elle n'arrivait pas, elle, à changer son positionnement sur le marché. Comment savoir si je suis programmée, Sophie? Alors, c'est pas toujours facile de le retrouver tout seul. Mais en tout cas, le programme, tu vas pouvoir l'identifier à partir du résultat que tu observes aujourd'hui dans une sphère ou dans une autre. Par exemple, j'avais une dame qui venait chez moi et au départ, elle me disait « je ne comprends pas, je tombe toujours sur le même scénario relationnel. Pourtant, ce n'est pas ça que je veux. » Ok, elle m'explique le genre de scénario relationnel, amoureux donc, dans lequel elle trempe en permanence. Et en permanence, en fait, elle construit une relation. Et puis, après 1 an et demi, clac, l'autre interrompt du jour au lendemain, sans donner d'explication, la relation. C'est un programme. C'est pas possible autrement. Ça veut donc dire que quelque part, même si ce n'est pas ça qu'elle veut, même si c'est autre chose qu'elle veut, eh bien, effectivement, elle vibre là-dessus. Elle vibre sur l'angoisse, donc la pénurie. Elle vibre sur l'angoisse qu'elle va perdre cette relation. Et quand on a recréé un petit peu le scénario, à partir de 1 an de relation, son comportement change. Et elle devient agaçante pour l'autre. Parce qu'après 1 an, elle se disait « Oula, ça va bientôt se terminer ». Ou là, il va peut-être sortir avec quelqu'un d'autre, ou il va peut-être en avoir marre de moi, etc. Et donc, elle devenait tellement agrippante que les autres avaient peur et avaient juste envie de s'enfuir, mais très vite. Mais les amours, ce sont le résultat qu'on a dans nos relations amoureuses.
mais il répond à nos programmes intérieurs. Hein. C'est pas un coup de malchance. Hein. Une dame qui me disait, en fait, moi, je suis toujours tombée sur des manipulateurs. Mais oui, mais c'est que le programme intérieur est créé comme ça. Et donc, avant de se relancer dans une nouvelle relation, mais il faut changer son programme intérieur. Comme cette personne avec laquelle je travaille en VIP et qui me dit je dois passer à un niveau supérieur, et puis à un certain moment elle me dit oui mais comment je vais faire? Non, c'est pas la bonne question. C'est pas la bonne question parce que si on essaye de répondre au comment avec l'ancien programme, on va recréer des situations encore pires. Et on va sonner faux, on va plus s'y retrouver, on va vraiment perdre son identité. Et donc, si on veut changer le résultat, il ne faut pas faire autrement. Non, il faut d'abord penser son identité autrement. Et puis, les choses viendront, évidemment, tout simplement, et ça se fera naturellement. Moi, personnellement, quand je vous disais tantôt, je n'ai pas, ma société a 32 ans, mais elle n'est pas encore cotée en bourse. En fait, qui est-ce qui m'a fait prendre conscience de ça? Je vous ai dit, moi, j'avais un programme intérieur qui était, au niveau finance, qui était l'argent, c'est du bluff. Ce que tu as un jour, tu peux le perdre le lendemain. Ok. Donc, et il ne faut pas trop en avoir, justement, parce que sinon, tu deviens plus celui que tu étais en réalité. Donc, ça, c'était vraiment bien un bon programme. Et en fait, j'ai eu la chance, quand j'ai eu 50 ans, d'être appelée par un groupe de 12 entrepreneurs franco-belges, il y avait plus de Français, qui me demandaient de les encadrer pendant 5 jours. 3 ans de suite, je les ai encadrés pendant 5 jours en Suède, dans un endroit qui appartenait à une des entreprises, d'un de ces entrepreneurs. Et un soir, parce qu'on faisait du résidentiel, donc c'était de l'intense et on travaillait sur tous les outils du programme, le trajet, donc je veux dire, et c'était des gens qui avaient la conscience, un petit peu comme tous les gens qui parlent de leur réussite dans le secret, ils avaient la conscience que pour obtenir quelque chose, il faut avoir travaillé son intérieur. Et à un certain moment, ils me disent, il y en a un qui me dit, tu sais, il y a quand même une question que je me pose, c'est que ton programme, il est extraordinaire. Il me dit, franchement, j'en ai vu beaucoup, et on est tous d'accord pour le dire, on en a vu beaucoup des programmes, mais le tien, il est vraiment castard. Et puis il rajoute, et comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de monde que ça qui le sait? Alors là, c'était une claque pour moi. Parce que, et comment ça se fait que oui, que c'est pas plus médiatisé, que c'est pas plus visible, que tu n'es pas plus visible, etc. Ouh là là, c'était vraiment une claque pour moi. Je comprenais pas ce qu'il voulait me dire en fait. Je comprenais pas. Je ne voyais pas, c'est comme si j'avais vraiment une limite. Je ne voyais pas ce que ça pouvait être d'autre que ce que je vivais déjà maintenant. Et je retournais avec ça chez moi, parce que là, waouh, c'était quand même, je ne pouvais pas passer à côté de ce qui m'avait été dit. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aussi, dans mon programme professionnel, des limites. J'avais aussi des croyances qui étaient complètement limitantes et qui m'empêchaient d'avoir cette expansion. Par exemple, une de mes croyances, et ça c'était vraiment bien ancré, c'était que dans ce métier-là, donc dans le métier, il y a une vingtaine d'années, des consultants, des formateurs, etc., les hommes réussissaient mieux que les femmes. Ça, c'était une croyance. Parce que chaque fois que j'allais à des conférences, je voyais des hommes habillés en complet 3 pièces, costume gris, cravate, chemise blanche, et qui, waouh, ils en dégageaient les mecs. Ils étaient là avec des PowerPoint, avec des flyers, moi, rien de tout ça. Carte de visite, j'ai toujours refusé d'avoir des cartes de visite. Je crois que j'en ai distribué 100 sur 32 ans, donc il ne faut pas demander. Et je me disais, oui, mais non, mais donc les hommes ont plus de place sur le marché que les femmes. Donc c'est pour ça aussi que ça ne m'était pas venu à l'esprit que mon programme pouvait être, donc le trajet, les principes du self-leadership. Oh là, oh là. Ça va, vous me voyez toujours, j'ai failli chuter. Que les programmes du self-leadership, je n'imaginais pas qu'ils pouvaient être connus, puisque je me disais, de toute façon, à côté d'un homme, je ne vaux pas tripette. Je me disais aussi, qu'est-ce que je me disais encore Je me disais aussi que
Oui, que de toute façon, moi, en tant que maman, je ne pouvais pas prendre trop d'envol parce que si mes enfants avaient besoin de moi, je devais être disponible. Donc j'avais comme ça toutes des croyances et j'ai dû travailler ces limites pour d'abord ne pas me dire que les hommes, même s'ils sont excellents, ils sont géniaux, ne sont pas mieux que les femmes dans ce domaine-là. Même pour me dire aussi que je pouvais, malgré que j'étais maman et que j'étais une maman responsable, avoir des projets professionnels et pouvoir aussi mettre mon business à un niveau supérieur. J'ai vraiment dû travailler là-dessus parce que ce n'était pas dans mon programme intérieur. Vous pouvez avoir une identité branchée sur l'abondance au niveau de votre santé, mais par contre, avoir une identité branchée sur la pénurie au niveau de vos relations amoureuses. Vous voyez, c'est vraiment sphère par sphère. Et quand on travaille dans le trajet, il y a 7 sphères qu'on analyse. Et dans ces 7 sphères, on voit qu'on a des programmes complètement différents. Et c'est pour ça que le trajet, il est hyper puissant. Le trajet donc dans lequel je guide les personnes à devenir ce qu'elles sont et à vraiment prendre leur envol, c'est qu'on travaille sur l'intérieur au fur et à mesure pour transformer l'extérieur. Ça ne sert à rien de vouloir changer quelque chose sur une ancienne identité. Vous allez sonner faux, vous allez vous épuiser, vous allez aller au burn-out. D'ailleurs, je vous parlerai de mon burn-out et de la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle j'ai aussi fait ce burn-out, qui était aussi un problème avec mon identité. Alors, il y a 2 manières dont notre identité se crée. Et chacune de ces manières va se régler de manière différente, je veux dire. On peut changer chacune de cette identité, et, quelle que soit l'origine, mais par contre, ça va se faire d'une manière différente. Par exemple, la première manière dont on crée son identité, c'est par l'éducation, par le mimétisme. C'est la base. Et on prend pour vrai ce que l'on a entendu et ce qui a été véhiculé autour de nous. Donc, comme je vous disais, moi j'ai été branchée sur une forme de réussite professionnelle, mais une forme de pénurie financière, une forme de pénurie aussi au niveau amoureux. Donc tout ça, c'était mes programmes de base. Maintenant, je peux en faire ce que je veux. Je peux dire, ah bah oui, ça c'est pour, voilà, moi je n'ai pas de chance. Mais aussi, je sais maintenant comment on peut les changer, parce que notre vie, elle n'est pas limitée. Et donc, la première chose, c'est simplement par les influx extérieurs, par la manière dont on conçoit ou dont on sent les vibrations qui existent dans notre famille. Par exemple, bah oui, bah non, il n'y a pas de stage cette année-ci parce qu'on n'a pas d'argent. Bah oui, mais toi, tu vas mettre les chaussures de ton frère parce qu'on n'a pas d'argent pour t'en acheter des nouvelles. Ou bien, ça peut être à l'inverse, on va t'acheter 3 paires de chaussures d'un coup parce que comme ça, on est sûr que tu en auras pour l'hiver. Et puis, bah, c'est pas grave si tu n'en mets pas. Et, voilà, vous voyez, on est inconsciemment bercé dans certains trucs. On peut être donc avec une identité qui a été construite autour de ce que l'on a vu au niveau de notre famille, au niveau de notre société, au niveau de l'école dans laquelle on a été mis. Évidemment, on est dans une école qui nous ressemble aussi, on va rencontrer des gens qui nous ressemblent, et donc on va créer quelque part une identité non seulement de notre famille, mais aussi quelque part de notre caste. Et voilà, on va être imprimé par toute une série de choses qui sont présentes, qui sont véhiculées dans nos sphères dans les sphères sociales dans lesquelles on est. Ça, c'est un type d'identité créée donc par des influx qui viennent de l'extérieur. Deuxième type d'identité, c'est une identité, et elles sont plus nombreuses, qui a été créée sur base d'un trauma. Alors, je vais vous expliquer la différence entre les deux. En tout cas, la différence essentielle, c'est que dans le trauma, il y a eu un choc émotionnel, même parfois très très inconscient, parce que moi, quand je travaille là-dessus, je me rends compte que les chocs émotionnels, ils datent parfois de quand on avait 6-7 ans, et ils ont l'air d'être si petits. Alors que, bon voilà, un choc émotionnel, c'est un choc émotionnel. Et il faut vraiment le prendre en considération. Et je vais vous donner un exemple d'un client qui était venu chez moi, et pour lui, c'était impensable de gagner de l'argent. Il était programmé sur « ça ne sert à rien ». C'était vraiment de « à quoi bon ? À quoi bon ? À quoi bon gagner de l'argent ?»
Et ça, je sentais que ce n'était pas quelque chose qui avait été créé par des influx extérieurs de l'éducation, mais non, ça, c'était vraiment basé sur un trauma. Et en remontant un petit peu la filière, il me raconte que son premier souvenir au niveau de son propre argent remonte à l'âge où il avait 10-12 ans, je crois, et où il avait économisé pendant assez longtemps pour avoir ce dont il rêvait depuis si longtemps, une guitare. Et un jour, il rentre dans sa chambre et il n'y a plus de tirelire. Sa tirelire a disparu. Donc l'argent qu'il avait économisé quand ses parents, ses grands-parents, quand il gagnait un petit peu de sous à nettoyer une voiture, etc., il l'avait économisé, il l'avait mis dans une tirelire, cet argent n'existait plus. Et puis il va dire à sa mère, maman, est-ce que tu n'as pas vu ma tirelire? Parce que voilà, je voulais mettre des sous dedans et je ne la retrouve pas. Sa mère dit, ah si, mais j'ai vidé ta tirelire parce que je voulais t'acheter un nouveau lit. Ça, c'est un trauma. Ça, c'est émotionnellement un choc. Donc effectivement, qu'il ait un programme intérieur financier branché sur à quoi bon, c'était pas étonnant. Donc ce qu'on a dû faire, c'est reconditionner ça. Alors, vous voyez, les deux types de croyances et d'identité ne sont pas créés de la même manière, et même si elles sont coriaces toutes les deux, le premier type d'identité qui est créé par des influx extérieurs, mais moi c'est un petit peu comme ça que j'ai changé ma première identité quand j'ai été confrontée avec ce groupe d'entrepreneurs dont je vous parlais tout à l'heure, et qui m'a dit comment se fait-il alors que ton programme est si bon, que tu ne peux pas passer à un stade supérieur et que tu ne peux pas devenir plus visible. C'était la première chose qu'ils m'ont envoyé comme influx. Et la deuxième chose, c'est que en vivant avec ces hommes-là qui avaient des patrimoines financiers, mais qui étaient colossales, parfois des patrimoines financiers, mais vraiment en béton, qui avaient été hérités de plusieurs générations, qui avaient été investis, qui étaient des entreprises qui fonctionnaient bien, et d'autres qui étaient partis de rien. Mais tous étaient avec des racines bien implantées au niveau de leurs finances, parce que ils n'avaient pas le même plancher, ils n'avaient pas le même programme intérieur que moi. Ils n'avaient pas le programme qui était ça ne sert à rien d'investir. Non, ils avaient un programme qui était basé sur l'abondance. Et donc, ils m'ont appris. Et je me suis dit, purée, Brigitte, tu vas regarder comment ces gens vivent. Parce que j'avais aussi en tête que quand on devient riche, on devient con. Hein. Et en fait, eux m'ont appris qu'en fait, vivre au rythme de la richesse, mais ça n'a rien à voir. On est dans le choix du beau, on est dans la générosité, on est dans la jouissance du moment présent. J'ai rarement vu des hommes et des femmes qui étaient autant investis dans leur famille que ces gens-là, autant investis auprès de leurs enfants que ces gens-là. Or, moi, ça, j'avais pas du tout comme concept, puisque moi, j'avais eu des parents que j'avais jamais vus. Hein. J'avais été élevée par une nounou, donc je les avais pas vus. Donc, mon concept de base, c'était pas tu peux gagner de l'argent et être présent pour tout le reste. Non, pas du tout. J'avais pas ce programme-là. Et ce programme-là, il a été transformé par, finalement, par le contact que j'ai eu avec ces hommes d'affaires qui m'ont appris vraiment une structure intérieure financière. C'était vraiment la structure intérieure qu'ils m'ont appris. Mais là, je n'avais pas, c'était pas nécessairement quelque chose que j'avais appris par un trauma. Donc ça, j'ai pu le travailler grâce à l'apprentissage et le reconditionnement d'une nouvelle manière de penser. Et ça, on peut le faire en lisant des livres, en regardant des vidéos, en s'appliquant à mettre des nouvelles habitudes en place, parce que ce sont les habitudes qui vont créer et générer le changement. Et le trauma que j'avais aussi au niveau financier, et ça c'était un trauma, c'est qu'émotionnellement j'avais été vraiment abîmée là, c'est qu'on vivait dans une maison gigantesque, plus de 600 mètres carrés, la salle de bain, enfin vraiment très très beau. Et quand j'ai eu mon diplôme en main, je suis rentrée chez moi et mon père avait vidé la maison en une après-midi. Et même mes objets personnels, il les avait pris. Non, même mes armoires personnelles, il les avait pris. Tous mes objets, mes vêtements étaient par terre. Ça, c'est un trauma qui ne peut pas se gérer uniquement par
reconditionner en changeant des habitudes. Il faut travailler ça en profondeur. Mais c'est très facile de le travailler. Moi, je travaille aussi, et dans le trajet, c'est pour ça que j'ai intégré ça. Dans le trajet, j'offre des séances EMDR pour transformer durablement son programme intérieur limitant. Je suis convaincue, et je veux rester convaincue, que oui, vous avez déjà le potentiel pour réaliser vos projets les plus fous, les plus dingues. Par contre, ce qui coince, c'est ça. Et c'est même pas la peine de se culpabiliser parce que notre programme intérieur, c'est notre programme intérieur. Et si nous avons envie de dépasser ce programme-là, c'est parce que nous sommes dans cette route pour le dépasser. Donc ça ne sert à rien de se dire « Oh ben merde, oh ben zut, moi c'est mon programme, donc ma vie est foutue. » Mais non, grand Dieu, surtout pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que il y a des outils mais fabuleux. Moi, je travaille essentiellement avec le EMDR, avec la logosynthèse. Donc, c'est vraiment des outils qui sont assez puissants. Et on va aller travailler ça en profondeur. Mais le tout, la première étape pour transformer et pour réaliser ces projets, pour réussir à upgrader son business, pour réussir à passer une tranche supérieure, moi je vous dis, ce sont les personnes avec lesquelles je veux travailler, c'est les personnes qui coincent. Alors, une des raisons pour lesquelles je veux absolument faire ça maintenant, c'est j'en ai ras-le-bol de ce climat de morosité. Et justement, là aujourd'hui je peux le dire, moi j'ai passé 4 crises financières, j'ai passé 3 crises personnelles. J'ai passé une crise de couple dingue. Donc des crises, j'en ai passé en 32 ans et je sais que ce sont les moments où il faut rebondir. C'est les moments où il faut investir sur soi et aller dénicher le truc qui nous empêche d'aller un step plus loin. L'interview que j'ai fait avec Karine, qui parlait justement de l'entretien, de l'accompagnement VIP avec lequel elle avait fonctionné avec moi. Et elle me disait, en fait, quand tu m'as eu au téléphone la première fois, et je te dis, mais je voudrais bien essayer. Et je lui ai répondu, ah non, mais avec moi, on n'essaye pas. Elle m'a dit que ça lui avait vraiment fait peur, mais qu'en fait, elle comprenait très bien pourquoi j'avais dit ça, parce que quand je suis avec vous, je ne vous lâche pas. Et c'est normal que vous lâchiez à certains moments dans un processus d'évolution. Mais moi, je ne vous lâche pas. C'est mon rôle. C'est de ne pas vous lâcher parce que je sais aujourd'hui que ce potentiel, vous l'avez déjà. Et je vais vous dire un truc, c'est que je suis touchée par ce que je ressens comme émulsion. Parce que Nondijou, je voudrais vraiment bien qu'on ne se laisse pas avoir par l'environnement ambiant. C'est le bon moment pour devenir qui vous êtes. Et je le sais, je veux dire... Je ne vous raconte pas ça parce que je l'ai lu dans un livre et parce que j'aimerais que ce soit vrai. Non, je l'ai vécu. J'ai vécu des crises en 32 ans et ce sont les meilleurs moments pour devenir vraiment qui on est, quoi.